Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous reprenons notre lecture avec la suite du premier chapitre. J'ai déjà dit que mon cousin Mamadou Doumbia était un docteur, un chirurgien. Il avait une clinique adjointe à sa villa d'habitation à Daloa. Il était aussi un grand chef, un cadre du RDR, Rassemblement des Républicains, un parti d'opposition ayant en majorité pour militants des Djoula du Nord. Quand les loyalistes avec les mercenaires, les affreux ont conquis la ville de Daloa, mon cousin était dans sa clinique en train d'opérer des blessés. Des escadrons de la mort qui le recherchaient sont venus mettre la main à son collet, l'ont enlevé et l'ont emmené en 4x4. Yamoko Dei, putain de ma mère. Les jeunes patriotes bêtés du fond patriotique ivoirien sont arrivés après les escadrons de la mort. Ils ont pillé la villa et la clinique. Ils ont tout embarqué sauf les blessés et leurs lits. Parce que les blessés et les lits ne se vendent pas, ne rapportent rien du tout. Les militants bêtés ont ensuite incendié la villa, mais pas la clinique, par respect pour les malades. Ils n'ont pas incendié la clinique avec les malades parce qu'ils sont de très bons catholiques. La doctrine de Jésus-Christ interdit de faire le moindre mal aux blessés. Faforo, culte de mon père. Moi, petit Biraïma, quand j'ai vu ça, j'ai couru. Je fus comme un chien surpris en train de voler le savon noir de la ménagère, comme un homme qui a provoqué un essaim et qui détale devant les abeilles. Je courus à perte haleine sur la route de Mans, vers la forêt pour m'y cacher. Brusquement, je suis tombé face à un barrage des loyalistes avec des militants armés jusqu'aux dents. J'étais tombé dans un traquenard. Il m'était impossible de rebrousser chemin, ni d'aller à droite, ni d'aller à gauche. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont conduit dans la forêt, loin de la route. Là, j'ai trouvé beaucoup de dioula comme moi. Ils étaient tous assis sous la garde de soldats et de militants FPI armés. Nous étions nombreux assis en rond. D'autres dioula terrorisés sont arrivés sous la garde d'autres jeunes militants. On les a obligés à s'asseoir parmi nous. Nous avons constitué une foule de djoulas tremblant de peur comme les feuilles, faisant pipi dans les pantalons, courbant nos dernières prières. Nous attendions la mort. Moi, petit Biraïma, j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, à ma tante, aux quelques bonnes journées que j'avais vécues, au bon riz sauce graine que ma grand-mère me servait. Ils nous ont demandé nos cartes d'identité et de l'ivoirité. Mes compagnons de malheur ont sorti leur portefeuille. Moi, je n'avais ni portefeuille ni carte d'identité. Ils ont recueilli les portefeuilles, en ont sorti les cartes d'identité de l'ivoirité. Ces cartes ont été mises en miettes, les miettes ont été rassemblées et mises dans le feu. Les cartes d'identité ont été l'objet de flammes blanches audoyantes et dansantes. Les militants ont remis les portefeuilles aux chefs militaires, 2 sergents et 2 caporaux-chefs. Les chefs se sont éloignés dans la forêt avec les portefeuilles. C'était leur butin. Des militants sont arrivés avec des pioches et des pelles qu'ils nous ont jetées. Chacun a pris un outil et a commencé à creuser un charnier géant. Nous étions plus d'une centaine, un charnier géant pour plus de 100 cadavres d'Ioula. Le terreau de l'humus des charniers, c'est toujours bon pour le sol ivoirien. Ça terrote le sol pour les cultures du café et du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao du monde et elle produit le meilleur cacao du monde. Faforo, culte de mon père. Nous étions en train de creuser le charnier sous la surveillance des soldats et des militants. Nous récitions nos prières de Djoula, des bismillahi à profusion. Leur chef, loin dans la forêt, avait vidé nos portefeuilles et était occupé à apprécier le butin, à compter le gain obtenu sans aucun effort. Brusquement, nous avons entendu des éclats de voix, des cris et même un coup de fusil. Ça venait de la forêt. Voilà, hey, au nom d'Allah. Les djoulas disent ce proverbe. Quand 5 filous te chapadent, 2 œufs dans ta basse-cour, laisse-les partir avec leur butin. Tu auras de leurs nouvelles au moment du partage. Le partage de l'argent recueilli dans nos portefeuilles avait opposé les chefs. Dès que le coup de fusil a éclaté, les militants qui nous surveillaient ont tous foncé vers le lieu d'où ils étaient partis. Et nous, qui creusions le charnier, nous nous sommes trouvés sans garde.
Nous avons jeté les outils et nous nous sommes dispersés comme les oiseaux de la touffe dans laquelle on a lancé une pierre. Chacun est parti dans son sens. Les supplétifs ont tiré. Plusieurs doulas ont été atteints, ils sont tombés. Moi, j'ai continué ma course folle vers la ville, sans regarder derrière, sans regarder à gauche ni à droite, juste droit devant moi. Et je suis tombée juste sur la concession Maison-Cour de mon maître Aïdara qui se trouvait vers la route de Mans. Là, j'ai évité la salle où nous apprenions le Coran au milieu de la cour. J'ai foncé vers l'appartement de sa première femme en criant « Cachez-moi, cachez-moi, je suis poursuivi par les militants ». On m'a conduit dans l'appartement de sa première femme et introduit dans sa chambre à coucher. Sans attendre, je me suis roulée sous un lit. Aussitôt, les femmes ont fait descendre les draps jusqu'au sol pour me dissimuler. Et on a fermé la chambre à coucher à double tour. J'étais haletant. Mon cœur battait la chamade comme un tambour. J'avais peur qu'on entende mes souffles loin, même dehors après les murs. Je suais comme un lépreux, enfermé depuis 4 heures dans une case sans fenêtre pendant la chaude saison. Je grelottais de peur. Les militants sont passés. Ils ont demandé aux femmes si elles n'avaient pas caché les fugitifs. On ne leur a pas répondu et sans insister, les militants et les soldats ont poursuivi leurs recherches plus loin. Le soir, la chasse à l'homme, le bordel avait cessé dans la ville. Il n'y avait plus de soldats ni de militants, ni de jeunes bêtés dans la rue. Fanta est entrée dans la chambre avec un gobelet d'eau. Quand j'ai constaté que c'était Fanta qu'on m'avait envoyé, j'ai tout de suite tout oublié, même les soldats et les jeunes militants bêtés. Elle m'a demandé de me dégager pour boire. J'ai roulé à nouveau et je me suis redressée. Je me suis assise et j'ai bu le gobelet d'eau. Elle en a apporté 2 autres qui ont été vite ingurgités, gloutonnement absorbés. C'est une fois abreuvé que j'ai pu lever les yeux et observer Fanta. Même les yeux gonflés par une journée de pleurs, elle paraissait belle comme un masque gourou. Les gourous sont une ethnie de Côte d'Ivoire. Quand c'est une communauté de Toubab de blancs, on dit une civilisation. Mais quand c'est des noirs, des indigènes, on dit tribu ou ethnie d'après mes dictionnaires. Les sculpteurs gourous font de très beaux masques pour danser. Même dans le malheur, Fanta paraissait belle comme un masque gourou. Et quand j'ai fini de boire et qu'elle m'a demandé de gobeler, je l'ai tenue fort de peur qu'elle s'en saisisse et reparte dehors. Elle m'a parlé malgré la rage au cœur. Elle m'a appris que le couvre-feu était institué à partir de 18 heures. Elle m'a appris aussi l'enlèvement de son père et de son frère par des escadrons de la mort et certainement leur exécution. Allah, en Côte d'Ivoire, a cessé d'aimer ceux qui sont obséquieux envers lui, qui exagèrent les marques de politesse ou d'empressement par servilité ou par hypocrisie. C'est pourquoi il a fait en sorte que les militants bêtés détestent les imams. Chaque fois que les escadrons de la mort voient un imam, ils l'assassinent tout de suite. Il l'assassine tout de suite parce qu'il est trop obséquieux envers Allah. Allah en a marre de la grande obséquiosité des imams. Voilà, hey, au nom du tout-puissant miséricordieux. Youssouf Haïdara était l'imam de la 3e mosquée de Daloa, la mosquée de l'est de la ville. Il était le père de Fanta. Il était recteur d'un cours d'arabe, un médersa, à laquelle mon cousin m'avait fait inscrire. La médersa, c'était bien sûr pour la formation religieuse, mais aussi pour préparer le certificat d'études. La préparation au certificat d'études par des cours du soir était assurée par Fanta et ses camarades du lycée. Il le faisait dans le cadre d'une association bénévole d'alphabétisation d'adultes. Fanta nous enseignait le français, l'histoire et la géographie. Je suivais ses cours 2 fois par semaine entre 20 et 21 heures entre 21 heures et 23 heures. Évidemment, je buvais ce que Fanta enseignait. Voilà, hey, elle était belle comme c'est pas permis. Je commençais à mieux réciter les versets du Coran pour ma prière. Ma prière commençait à être conforme à la recommandation du Coran et avec tout ça, je n'arrivais pas à avoir de la chance, c'est-à-dire à être encore aimée d'Allah. Mais je ne désespère pas. Faforo, Bangala du Père. Je me suis lancée dans des envolées. Avec un kalash, j'accompagnerai, je protégerai. Avec un kalash, je massacrerai tous les militants, tous les jeunes patriotes, tous les loyalistes. En joignant le geste à la parole, je me suis levée, le bras gauche représentant le kalash tenu par la main droite, j'ai crié « Tac, tac, tac !» Voilà, hey, Faforo. Avec un kalash, je me révolterai, je refuserai. Au mot « refuserai », elle m'a arrêté. Et quand on refuse, on dit non.
a affirmé Samori. Je lui ai demandé de répéter les mots de Samori. Samori a affirmé que l'on dit non quand on refuse. On ne veut pas. Je suis resté pensif un instant, répétant sans cesse non, non, non. Ainsi s'achève la deuxième partie de notre chapitre. Ainsi, quand on refuse, on dit non. Cela est vrai. C'est une assertion véridique. Quand on refuse, il faut avoir le courage de dire non. Il ne faut pas être aussi lâche et penser quelque chose et dire une autre chose. Il faut le dire non. Quel que soit ce qui ça va entraîner, il faut être digne, honnête et dire non quand on refuse. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec le chapitre 2.